à tous, c'est Eric pour la chaîne de Presse Citron. Ceci est le premier véhicule électrique de Mercedes. Alors en fait c'est pas exactement ça, puisque Mercedes avait déjà fait des incursions dans la voiture électrique il y a quelques années avec un modèle SLS et puis une classe B. Mais c'est, on va dire, la première Mercedes 100% électrique de nouvelle génération qui va donner le départ sur toute une gamme de voitures électriques chez Mercedes, puisque la gamme va s'électrifier progressivement chez le constructeur allemand. Alors ça, c'est la Mercedes EQC, c'est une voiture qui est commercialisée à partir de maintenant. C'est un SUV, comme on peut le voir ici, donc une voiture avec 4 roues motrices, assez volumineuse, assez imposante, malgré des lignes quand même relativement dynamiques. Et c'est une voiture qui embarque donc deux moteurs électriques, un moteur électrique sur l'essieu avant, sur le train avant, et un moteur électrique sur le train arrière. L'ensemble des deux moteurs électriques développe la puissance de 410 chevaux et avec une batterie de 80 kW utile qui lui donne une autonomie qui peut aller de 375 à 415 km selon les conditions à la norme WLTP. Un vaisseau amiral, un flagship on peut dire, qui n'a fait aucun sacrifice sur les équipements, c'est-à-dire qu'on a une vraie Mercedes. C'est une voiture qui est très bien équipée, très bien finie. On sent qu'il n'y a pas eu de compromis sur le poids par exemple. Alors le résultat de ça, c'est qu'on a une voiture qui, avec ses 650 kg de batterie, arrive quand même à faire 2,5 tonnes, donc c'est une voiture assez lourde, mais qui reste finalement relativement agile, même s'il ne faut quand même pas trop la pousser dans ses retranchements, notamment sur les routes sinueuses ici dans les Alpes suisses. Mais c'est une voiture qui est très agréable à conduire et qui combine le silence et la quiétude de l'électrique avec la finition et l'isolation phonique Mercedes, ce qui donne à l'intérieur un sentiment de calme et de silence qui est assez remarquable. Et puis quand même des performances qui sont au rendez-vous, puisque malgré son poids, cette voiture est capable de faire une accélération de 0 à 100 km/h en 5 secondes 1, ce qui la place déjà dans le haut du panier, je dirais, des voitures qui ont de très bonnes performances en accélération et en reprise. L'autre choix de Mercedes, c'est d'avoir bridé cette voiture, la vitesse de pointe de cette voiture à 180 km/h. Alors il y a certainement plusieurs raisons à ça. Je pense que c'est une tendance, peut-être liée à la sécurité, liée à la consommation, liée à l'environnement. Et l'argument de Mercedes, c'est de dire que en bridant cette voiture à 180 km/h, on a largement de quoi faire de toute façon sur la majorité des routes du monde entier. À 180 km/h, on économise beaucoup la batterie, puisqu'on sait que c'est dans les hautes vitesses que les batteries se vident le plus rapidement. Donc si on regarde un petit peu la voiture en détail, alors évidemment, ce qui distingue la voiture électrique et cette gamme électrique des autres modèles de la gamme, c'est le logo ici EQC, donc EQ. Donc ça va être le logo, l'appellation de base de toute la gamme électrique qui va être déclinée ensuite chez Mercedes. On a ici des liserés bleus aussi qui rappellent, c'est la couleur qui est liée à l'électrique aujourd'hui en matière d'automobile. Là un marchepied en aluminium. Et puis ici on est sur des jantes 21 pouces qui sont particulièrement travaillées. Concernant la charge, alors c'est une voiture qui accepte différents types de chargeurs, donc les chargeurs type 2 et les chargeurs CCS combo. Et donc l'expérience qu'on a eue là, c'est de recharger sur un chargeur Ionity. Alors en Suisse, il faut savoir que les réseaux de recharge de voitures électriques sont déjà très développés. Et donc sur notre route entre Zurich et Milan, on avait le choix sur plusieurs chargeurs Ionity, qui sont les chargeurs du consortium allemand qui regroupe Mercedes, le groupe Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Ford et puis maintenant Hyundai qui vient de se joindre à ce consortium et qui a pour ambition de déployer très rapidement un réseau de chargeurs puissants à charge rapide sur tout le réseau européen. Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de superchargeurs Ionity en France. Il y en a beaucoup en Allemagne, en Suisse et en Europe du Nord et en Scandinavie. Et l'ambition, c'est de déployer, je crois, 400 stations de supercharge en Europe d'ici fin 2020, dont 80 en France. Une fois que ce réseau de chargeurs sera déployé, la question de la recharge de voitures électriques, notamment des voitures puissantes comme celle-ci, ne sera plus vraiment une question, puisqu'on pourra à peu près se déplacer sur toutes les routes d'Europe avec des chargeurs qui seront espacés de 200 à 300 km. Et l'avantage du réseau Ionity, c'est qu'on peut le comparer au réseau des superchargeurs Tesla. Ce sont des superchargeurs puissants qui vont de 150 à 350 kW et qui donc permettent de recharger des batteries d'une voiture comme celle-ci
de 5 à 80% en 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc ça va très vite. On en a fait l'expérience tout à l'heure. Alors on s'est arrêté sur un chargeur alors qu'il nous restait encore 80% de batterie. Donc la plage de charge la plus rapide était dépassée, et quand on sait que sur une voiture électrique de 80% à 100%, c'est un peu comme sur un smartphone, c'est plus long à charger que de 5% à 80%. Donc c'était pas vraiment représentatif, on a chargé à peu près à 50 kW. Mais cela dit, ça reste rapide, et on aura donc des Ionity à peu près partout en Europe. Donc nous sommes à bord du Mercedes EQC avec sa nouvelle interface MBUX composée de 2 écrans. Sur l'écran de droite, nous avons donc différentes fonctionnalités qu'on peut afficher et qu'on peut vraiment paramétrer selon ses préférences et à sa main. Donc ici on a la navigation, mais on peut aller chercher dans les menus. Et ici on va naviguer dans les menus d'une façon tactile et de façon très fluide, et on a différentes options qui s'offrent à nous, donc par exemple les applications, les options de confort, le store d'applications, différents réglages de la voiture, et puis les médias, la radio, les fonctionnalités de la voiture électrique, la navigation, le téléphone, etc. Et qui permettent donc de faire vraiment une voiture et une interface à sa main et selon ses préférences, que ce soit en termes de design ou en termes de fonctionnalité, de confort, de conduite et de sécurité. Sur la partie gauche, le combiné d'instruments que l'on a l'habitude de connaître sur les voitures, qui est un combiné d'instruments dématérialisé, donc virtuel, puisque ici on peut accéder à différents réglages. C'est pareil, on peut configurer ce combiné d'instruments selon ses préférences, en fonction de sa conduite, si on veut privilégier le monitoring de la conduite électrique par exemple, ou si on veut passer plutôt en mode sport. Donc il suffit d'aller chercher les différents menus ici, et puis après avec cette petite touche tactile comme ça, on navigue dans les menus et on va chercher ses préférences. Par exemple sur le design, on peut changer le tableau de bord, alors on est en classique, on peut passer en sportif, ou on peut passer en progressif. Progressif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir toutes les données qui sont liées à la conduite électrique de façon plus claire et plus évidente. Donc les données de récupération d'énergie, les données de consommation d'énergie, l'autonomie restante, etc., etc. Et c'est du visuel, ça veut dire qu'on accède à cela, même en regardant la route, on a quand même une vue qui nous dit attention, là tu consommes un peu trop, là t'es bien, etc. On retrouve les différents modes de conduite que l'on connaît sur les autres modèles de la gamme. Alors le maximum range, c'est vraiment la portée maximum, c'est-à-dire l'autonomie maximum que l'on peut obtenir avec la voiture. Donc ça va déclencher un certain nombre de processus sur la voiture qui conduisent et qui forcent un petit peu la conduite économique, notamment un retour haptique de la pédale, d'accélérateur, qui crée un point dur sur la pédale, de façon à ce que, d'une part, on ne consomme pas trop en appuyant trop sur la pédale, mais ceci est lié aussi au respect des limitations de vitesse, c'est-à-dire que quand on est dans ce mode-là et qu'on se met par exemple en conduite automatique, la voiture va respecter de façon automatique les limitations de vitesse. Et on sait que si on respecte les limitations de vitesse, on va rouler en mode très économique. Ensuite, on a différents autres modes, donc le mode économique qui est un grade un petit peu en dessous. On a le mode confort qui est le mode par défaut. Donc là c'est un compromis entre, comme son nom l'indique, le confort et puis l'économie. On a le mode sport et puis un mode individuel que l'on peut paramétrer à sa main. En mode sport, on retrouve un petit peu ce qu'on a l'habitude de connaître sur une voiture en mode sport, c'est-à-dire des commandes plus réactives, une accélération plus immédiate, des suspensions qui se durcissent et une direction un peu plus ferme et un peu plus directe. Ce qui est intéressant dans le mode maximum range, c'est qu'ici on voit qu'on a des palettes au volant. Ces palettes, elles ne servent pas à passer les vitesses, évidemment, parce qu'il n'y a pas de vitesse sur un moteur électrique, en tout cas pas sur cette voiture. Et les palettes servent à gérer le freinage régénératif. C'est-à-dire que si on descend la palette moins, on a ici 2 niveaux de freinage régénératif. Si on descend les 2 niveaux, on a le plus fort frein moteur. La voiture freine avec l'aide des freins moteurs sans qu'on ait à utiliser la pédale de frein. Et donc on a 2 niveaux. Et puis si on veut libérer la voiture de son freinage par le frein moteur, il suffit alors à ce moment-là de monter la palette d'un niveau ici ou de 2 niveaux, et on a une voiture qui est
qui glisse totalement et qui n'a plus aucun frein moteur, mais qui ne récupère plus non plus d'énergie. Donc le bon compromis, c'est d'arriver à se dire je vais avoir un petit peu de frein moteur, pas trop, de façon à ce que ça ne soit pas trop brutal à chaque fois que je lève la pédale d'accélérateur, mais de façon à ce que je récupère un petit peu d'énergie. Donc notamment ici dans les routes de montagne, on s'est souvent mis en D-, premier niveau, pour avoir un frein moteur tout à fait convenable, sans avoir d'à-coups et bénéficier d'une récupération d'énergie suffisante. Ce modèle n'existe qu'en une seule version, avec la batterie de 80 kW et le moteur de 410 chevaux. Mercedes a fait le choix de ne pas proposer plusieurs versions de puissance et d'autonomie. Et en fait, les différences se font sur les différentes options qu'on va choisir pour cette voiture, et qui va donc démarrer à 79 000 € et aller jusqu'à 95 000 € en fonction des options qu'on aura choisies et de la version de finition, comme là par exemple la version AMG. Alors on a roulé 2 jours avec cette voiture, on a fait à peu près 500 km entre Zurich et Milan, donc on a commencé à un petit peu la connaître, à s'acclimater, à s'habituer. C'est une voiture qui est très agréable et qui n'a pas posé de problème particulier en termes d'autonomie, même dans les Alpes où on a fait quand même des cols assez prononcés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu si vous avez envie évidemment, et surtout venez commenter, venez discuter, on est là pour vous écouter, on est là pour répondre à vos questions sur le sujet. Alors, on se pose effectivement pas mal de questions sur la voiture électrique aujourd'hui, donc on va essayer de vous répondre comme on l'a toujours fait sur les essais précédents.